welcome to everybody for our panel. I'll be speaking in English and French also, so you can use the translation. So I will continue in French. On aura deux panélistes. Nous devions en avoir trois, mais il y en a une qui est malade maintenant, elle ne peut pas se joindre à nous. Alors, dans nos panélistes, on a Madame Amanda Hudson, qui est, I will say it in English, she's a registered holistic nutritionist and the owner and creator of Nourish with Amanda. She's part of a pilot project with Greener Village Fredericton Food Bank named Meals Made Simple, which is intended to teach clients how to eat healthy on a budget. Alors, bienvenue Amanda. And also, nous avons Madame Chantal Varin, qui est directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, l'AFPNB, depuis 2012. Chantal a plus de 25 années d'expérience dans le domaine des services sociaux et du développement communautaire. Son rôle l'emmène à piloter des dossiers dans à peu près tout ce qui touche le continuum de l'éducation de la petite enfance jusqu'au post-secondaire, les intérêts et les droits des parents francophones et par extension ceux de leurs enfants. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec notre première question. On a divisé ça en 3 questions, puis on aura une période de discussion à la fin des questions du public. Toi, tu es qui, René? Pardon? Est-ce que tu t'es présenté? Ah oui, moi, excusez-moi, moi je suis médecin de famille à la retraite. Je suis la présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, le chapitre du Nouveau-Brunswick. In English, it's CAPE, Canadian Association of Physicians for the Environment. So, bienvenue tout le monde dans notre panel. Alors, on va commencer avec la question, je vais la poser en anglais. How has the pandemic affected children and parents in your practice? So, on va commencer avec Amanda. Thank you. The pandemic has greatly affected children and parents in my practice. Firstly, there's been a large increase in food insecurity, and overall food access has decreased as prices of food drives up. So because of this, there's way less food diversity and nutrient-dense options available. People aren't able to always choose the best nutritious options at the grocery store or the farmer's market anymore. Meaning, as a nutritionist, I have to get more creative in providing a balanced meal plan for clients in order to hit their nutrient intake marks that they individually require, but with a lot more limited food sources. There's also been an increase in the need for the school food programs and community-based food programs. Because this need is increasing, when we see like school closures or online learning, children that require these programs, and some of them are like my clientele, they're really losing out on not only access to the food, but also exposure, which is a huge deal. At a young age, and if I'm being honest, really in adults, exposure equals preference. So the more you're exposed to a food, the more likely you are to prefer it, eat it, or choose it. There has been a huge loss of the exposure to the foods through even just seeing cafeteria food or other children's lunches, all the way to getting food from a lunch or breakfast program or a backpack program. During such an influential time, like when kids are in that elementary stage and even the middle school stage, it's derailing their association with what a balanced, healthy meal should look like. Eating behavior is typically influenced by cultural and social aspects. So meals with family and friends, or classmates, or associates, or people you work with. So when that's being removed, it changes relationships with food for everybody. And that's a large component, I find. A lot of people are finding more comfort in food than comfort in community around the food. Another huge effect for my clients is obviously the stress component. Stress from the pandemic has affected parents and children immensely.
as I'm sure everybody knows. In my field, the impact of the prolonged stress can really influence like your body's ability to even properly utilize what nutrients you are taking in. When you're in a state of high stress, your body's naturally going to go into fight or flight mode. And when your body does that, it naturally slows down your digestion. It hinders your ability to absorb nutrients, and it diverts that energy for you to be able to literally run or fight for your life. So being in a continued state of high stress, which most people have been from the pandemic, it really wreaks havoc on your digestive health and your microbiome, which are both things that are very important for a healthy immune system, which is obviously something you want during a pandemic. And it's something that I can see consistently in clients. It's almost become a baseline of care at this point, or an issue to address, is the misalignment of a microbiome or the digestive system as a whole. And typically it's just from the prolonged, I've found, I guess typically it's just from prolonged stress. So in the case with stress, you almost have a double hit on your immune system. So not only is it affected by the increase in the stress, that's going to drive down your immune system, it's also affected by the decrease in the nutrients you need to support your immune system because of the stress, in which it really leaves clients depleted. The pandemic, it's also aided many parents and children in making habits that don't support overall health, or a good approach for food and nutrition. There's been an increase in, stress snacking, or relying solely on comfort foods, and even panic consumption. When you have high levels of stress around food, it often leads in two directions. One being extreme restriction from fear of the food running out, and the other being overeating, which can come from various reasons, whether it's coping or control or comfort or something along those lines. And because of this, I find disordered eating habits are on the rise, and they're actually affecting younger and younger. Because of the pandemic, I guess another thing that I've noticed specifically with children in nutrition is that eating structures and routine have been completely altered, especially children that are living in food scarcity. Knowing when they're going to be fed and having it consistent is very important for creating a healthy relationship with food. 30 more And seconds, so, Amanda. pardon? 30 more seconds, Amanda. Oh, sorry. So yeah, it's there's the food scarcity is a problem, and then them being out of the routine for snacks and lunch and stuff, and not being able to hit those has drove them to either overeat or undereat, or graze all day, or be eating in front of a screen, which promotes mindless eating, which really are like habits that are very hard to break. They're very easy to get as a habit and very hard to break. And that's probably one of the bigger things that I find in my practice when it comes to kids and nutrition. Sorry if I went over. That's okay. Thank you very much. That's very interesting. Sorry to cut you. Well, we'll go to Chantal Varin with the same question. Comment la pandémie a-t-elle affecté les enfants et les parents dans votre pratique? Ben, en fait, on a cherché là, depuis le début de la pandémie à sonder davantage les parents pour mieux comprendre ce qui se passait dans les familles du Nouveau-Brunswick. On a pu observer au fil du temps, là, à mesure que les années ont passé, parce que là, on peut dire les années maintenant, une dégradation au niveau de la santé mentale et chez les parents et chez les jeunes.
Je vous donne des exemples concrets ici. Les parents ont senti davantage un sentiment d'incompétence quand venait le temps, par exemple, d'accompagner leurs enfants quand on a parlé de l'école virtuelle. Il y a eu aussi, il y avait l'aspect d'incompétence. On a réalisé qu'on n'était pas des enseignants, les parents, mais on a aussi réalisé pour un bon nombre d'entre eux qu'on devait travailler. Donc, concilier travail, famille, on s'est senti et incompétent comme parents et incompétent au travail parce que tout à coup, on n'arrivait plus à rejoindre, à concilier ces deux choses-là ensemble. On veut être performant au travail, on veut être performant à la maison, puis ça devenait beaucoup plus compliqué. Il y en a qui ont dit, le fait d'être au travail à temps plein, puis on avait quand même encore des travailleurs de première ligne, donc qui arrivaient aussi épuisés à la maison en soirée, donc ils ne sentaient pas qu'ils étaient là pour soutenir l'apprentissage de leurs enfants. On le sait, tous les parents souhaitent quand même être les meilleurs parents possibles pour leurs enfants. Donc ça a amené son lot là, de défis de ce côté-là, mais les parents nous ont aussi dit toute cette école virtuelle affectait négativement la santé mentale de leurs enfants. Puis là, on parle de 64 % qui nous ont dit ça sur un peu plus de 3000 répondants. Donc, c'est quand même significatif comme données. On nous a dit aussi toute l'inquiétude sur les retards d'apprentissage là, à 65 %. Ça a été aussi important de ce côté-là. Je dirais qu'au niveau des parents comme tels, le fait, tu sais, à 55 % on a dit, je sens que je ne peux pas répondre efficacement à mes obligations familiales. À 61 % on a dit, je me sens, je sens qu'on m'empêche de répondre efficacement à mes obligations professionnelles. Donc, ça a amené son lot de stress, puis Amanda a fait bel l'état de tout l'impact du stress, ce que le stress peut avoir dans les familles. Puis, du côté des enfants, là, on a quand même eu un haut pourcentage. C'était, je trouve ça assez dramatique d'imaginer qu'on avait 73 % des enfants qui étaient malheureux, qui étaient démotivés et puis stressés là, par l'école en ligne. On parle de 58 %. Fait que c'est quand même des données assez importantes là, sur l'impact de cette pandémie-là. Donc, tout ce contexte-là, bien sûr, a généré du côté de la FPNB plus d'appels, plus de courriels, plus de parents dépourvus, donc qui venaient davantage se tourner vers nous pour trouver les sources d'aide et de soutien. Donc, on a aiguillé là, les parents vers les services communautaires disponibles. Donc, ça nous a amené à être vraiment très, très près du terrain, tout ce contexte-là. Donc, des gros défis quand même. Merci beaucoup, Madame Parrain. Moi, je peux dire en tant que, je ne suis plus en pratique, mais en tant que grand-mère, grands-parents, ça a été stressant aussi, là, ça l'est encore. Surtout ma fille demeurant au loin à Ottawa, on ne peut pas donner le support qu'on aimerait donner ou qu'on pourrait donner, surtout quand on n'avait pas le droit ou il fallait demander la permission pour sortir de la province et rentrer dans la province. C'était vraiment difficile. Puis comme vous dites, pour eux aussi, là, le stress par rapport au travail, par rapport à s'occuper de l'enfant. La petite a été au moins testée 15 fois, sinon plus, avec les tests. C'était des événements très désagréables pour les enfants. C'est douloureux aussi, là. Ça a amené beaucoup de stress auprès des parents, puis des grands-parents aussi. J'imagine même ceux qui avaient des enfants ici dans les environs qui ne peuvent pas aider à cause de l'histoire des bulles, là, qu'on était renfermés dans les bulles. Là.
Il y a ça, il y a aussi, tu sais, on a vu certainement aussi beaucoup plus d'isolement dans les familles. On a les familles issues de l'immigration qui n'ont pas nécessairement non plus une grande famille élargie à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc, quand on essaye de s'intégrer dans une communauté, ça amène son lot de défis. Quand on est pris dans une bulle puis qu'on n'a peut-être pas eu la chance encore de se créer un réseau, même quand parfois les bulles sont venues à des groupes de 10, par exemple, bien, ce n'était pas toujours facile parce que normalement, ces gens-là auraient participé à des activités communautaires qui sont proposées dans les communautés, là. Donc, c'était assez, je vous dirais, dramatique. Là, on a des parents qui nous envoyaient des photos de leurs enfants qui pleuraient devant leur écran. J'ai trouvé ça assez perturbant, je vous avouerai, de voir cette détresse dans les familles. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui veulent rajouter quelque chose sur l'aspect, comment la pandémie a affecté les parents ou les enfants dans leur pratique. Moi, je ne vois pas s'il y a des mains de lever, là. Sinon, on va passer à la prochaine question. How do you relate the impact that the pandemic has had on children and their parents to climate change? Comment faites-vous le lien entre l'impact que la pandémie a eu sur les enfants et leurs parents au changement climatique? On va commencer avec Chantal, Madame Chantal Varin. Bien, les spécialistes nous le disent bien, hein, ils s'entendent tous pour nous dire que ça ne sera pas notre dernière pandémie. On constate quand même des effets importants tout de suite sur le réchauffement climatique. Quand même, on peut déjà voir, c'est quand même assez alarmant la situation de ce côté-là. Donc, toutes ces perturbations-là vont venir aussi perturber notre mode de vie. Quand on perturbe notre mode de vie, on perturbe, ça vient toucher directement la santé et le mieux-être des individus. Toute la question de la santé mentale. On a constaté aussi tout l'impact sur le portefeuille des familles. Il y a eu des pertes d'emploi. Tout a augmenté. Le panier d'épicerie a augmenté. Donc, mais il y a eu aussi des coûts, puis on n'a peut-être pas réalisé, mais tout à coup, les familles avaient besoin de payer plus cher leur service de garde parce que s'il n'y avait pas d'école, l'enfant qui avait besoin d'être à la garderie toute la journée plutôt que juste l'après-classe, bien ça, c'était des coûts additionnels pour les familles. On en a qui ont perdu leur emploi pendant cette période-là. Donc, c'est certain que tous ces besoins d'adaptation amènent leur lot de défis. Puis, on a quand même beaucoup de parents qui nous ont signalé les préoccupations aussi avec le port du masque. Hein. On avait des masques jetables pour plusieurs. Tout le monde n'avait pas les moyens de se payer des masques en tissu. Mais ces masques jetables, au niveau de l'environnement, ça a quand même tout un impact au niveau de l'environnement. On nous a aussi dit, il y avait beaucoup de parents qui étaient préoccupés par tous les plastiques, le suremballage, parce que tout à coup, il fallait que les collations soient emballées, que tout soit emballé individuellement pour protéger. En tout cas, toute la situation sanitaire nous a amené à suremballer ce qui se passait. Donc, ça a certainement eu son lot. Aussi, là, si on regarde l'impact en termes de changement climatique, avec les changements climatiques et tout, bien, veut pas, pour l'environnement, c'est pas très, très bon. Donc, c'est ce qui a ressorti beaucoup de la part des familles dans ce sens-là. Puis de ce qu'on pourrait imaginer pour un avenir qui devient incertain. Hein? Ça amène beaucoup de stress dans les familles parce que c'est comme si tout à coup, on n'est plus sûr de rien puis de ce que l'avenir nous réserve par rapport à tous ces changements. Merci beaucoup, Madame Varin.
On va passer à Amanda Hudson, Madame Hudson. So how do you relate the impacts that the pandemic has had on children and their parents to climate change? So unfortunately, the global food system both drives and is also impacted by climate change. Good nutrition is like a fundamental pillar for health. During the pandemic, it became very apparent that a healthy immune system and overall healthy body, like with little or no comorbidities, gave you the best chance at fighting off and surviving the virus. That being said, proper nutrition is becoming more and more difficult because of climate change. With an increase in droughts and fires and floods from climate change, lovely, right? There are major changes in growing seasons, and these implications shorten the availability for local foods and in some cases increase the prices for foods, in turn making them inaccessible to many. So not to mention also the soil depletion, which is creating less nutritious food being grown overall anyway. That paired with increased CO2 levels has a direct impact on farming and agriculture. Due to the increased CO2, vegetables being grown, they have a reduced nutritional components, even compared to like 5 years ago. So if you are lucky enough to have access to fresh vegetables, those vegetables are going to have a decreased nutrient content, requiring you to consume more to be able to reach your recommended dietary allowances. In a lot of cases, because of the increased demand and higher food prices, food insecurity has grown, and food access is one of the greatest concerns for our population and is directly affected by climate change. Healthy food of good quality is the first line of defense against disease, and increased insecurity with that. It's causing more people to not have a healthy base of good nutrition to be able to help them fight disease. So with continued climate change, we are likely to see a huge impact on nutrition through decreased food quantity and access, decreased food diversity. So when I talk about food diversity, somebody might be able to maybe afford like carrots, potatoes, broccoli, but they might not be able to afford vegetables that are going to cost more money, like an avocado, because they have to be shipped from farther away because growing seasons are different, right? And so due to farming restraints and continued decreased food nutritional content, it makes it a little harder for people to being able to use food to remain healthy. And it's because of like the hit that the environment takes from climate change. Is there any questions on that one? Thank you, Amanda. So anybody has to want to add something to that? No, thank you. So we'll go to the next question. I had a question for Amanda. Appreciate what you've just shared with us. My question is about so as nutrient density goes down in food, how does that affect the caloric value of the food? Yeah, that's actually one of the problems. So unless you can afford or have accessibility to the higher nutrient dense foods, and then for the most part you will have to consume more food to reach those to reach the nutrients requirements for a healthy body, and that lends to overeating, which in turn can deplete your nutrients. It's almost a little bit of a lose-lose. Okay, thank you. No problem. Thank you, Amanda. Me, I see also what the children and parents has lived now through with the pandemic. I think they must be thinking, I'm thinking, like, I'm sure I'm not the only one. Oh my God, we had just a big pandemic. It's not over yet.
and we're still going through climate changes. We'll have a hot winter, a hot summer. We might have, like you said, the dry season and having problem with agriculture and food supply. And also, we're not done with pandemic, with climate change. We'll have to go through that maybe many more times with other type of pandemics. So I guess it's very stressful for children and parents who are already still suffering from this not finished yet pandemic. So I feel that there is a lot of stress and a lot of other things to come that might affect a lot the children and their parents. Oui, ça devient insécurisant, hein, parce qu'on ne sait pas trop. C'est comme si on ne peut pas garder une bulle de stabilité. Puis la stabilité, ben, c'est important à toutes sortes de niveaux. Tu sais, Amanda en a fait état autant au niveau alimentaire, mais à toutes sortes de niveaux. Il y a eu une grosse surcharge mentale. Et puis, il y a des familles que ça préoccupe. Et puis, il y en a qui commencent à se dire, ben, est-ce que je reste en milieu urbain? Est-ce que je vais devoir me déplacer? Si je suis au bord de la mer, tu sais, on a quand même beaucoup de gens qui vivent au bord de la mer ici. Ben, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Est-ce que je vais devoir quitter mon milieu pour me sécuriser ailleurs? Donc, Thank you for your comments, Chantal and Amanda. So we'll go with the next question. The next question is divided in two parts. So we'll maybe have 4 to 5 minutes for each part. Yes, we'll still have 11 minutes before the question period. So the first question, how you, before, it's concerning before and after the pandemic. So what negative aspect do you see that come out from this pandemic for children and their parents, and also the environment? What are the negative aspects? And we'll talk later about the positive aspects. So we'll start with Chantal regarding the negative aspect. Bien sûr, il y a eu toute la question du port du masque là, dont j'ai parlé un peu plus tôt, puis pour ceux qui n'avaient pas le choix d'aller vers le masque jetable. Donc, c'est certainement un aspect négatif là, qui a été vécu. Toute la question il y a eu beaucoup plus d'écrans. Hein? Les jeunes ont été beaucoup plus confrontés devant les écrans, soit parce que c'était l'école virtuelle, mais aussi à la maison parce que les parents avaient besoin d'être au travail. Puis s'il y avait des plus jeunes enfants qui restaient à la maison, ben, ils étaient placés devant les écrans pour donner des périodes de bon, ben, je peux être tranquille au travail, ou en tout cas, il y avait un souhait d'être plus tranquille au travail. On a vu beaucoup de parents aussi qui sont devenus à la recherche d'aide financière. Il y a eu comme une demande d'aide financière accrue à toutes sortes de niveaux, autant pour le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient à la maison. Ben, là, tout à coup, il fallait s'acheter une imprimante, il fallait avoir de l'encre, il fallait avoir du papier. Donc, ça amenait toute cette technologie qui devenait nécessaire. Les parents nous disaient aussi, puis j'en ai fait état un peu plus tôt, toute la question des services de garde. Donc, il y a quand même beaucoup de parents qui ont soulevé cette question-là. Un plus grand besoin de soutien psychologique qui était soulevé de la part des parents. Et puis, toute la question d'aide financière, ne serait-ce qu'à l'Internet. Il fallait quand même être branché, puis être branché à une certaine vitesse pour être capable de pouvoir aider les enfants. Je dirais qu'un autre aspect qu'on a trouvé quand même assez inquiétant, c'était l'état de santé mentale des parents. Il y a quand même des hauts pourcentages là, où les parents se disaient frustrés, isolés, stressés et épuisés.
Alors, tu sais, si moi, je ne vais pas bien, comment je vais pouvoir m'assurer que toute la maisonnée va bien? Ça devient assez compliqué. Donc, il y a eu toute cette surcharge mentale aussi de se sentir incompétent partout. Donc, c'est sûr que ça amène son lot. Puis, je dirais que quand même, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on a des papas qui s'impliquent bien davantage qu'une autre époque, ça reste que les femmes prennent beaucoup de cette charge mentale pour assurer que la famille va bien puis que tout va rondement. Mais c'est maman pour beaucoup de travail. Donc, ça a été vraiment des aspects négatifs importants. On s'est rendu compte aussi à quel point l'école est un milieu de vie. Ce n'est pas juste un lieu d'apprentissage, mais bien un milieu de vie. Donc, ça a ressorti tout cet aspect d'être déstabilisé puis de ne pas amener cette routine, cette perte de repères finalement dans la vie des familles. Donc, c'est vraiment là les grands aspects négatifs qu'on a pu observer pendant cette pandémie-là. Merci beaucoup, Chantal. Your turn, Amanda. What are the negative aspects of the... Hi, so there's quite a few negatives, but I guess one is like you couldn't bring, and you still can't bring, home cooked meals to large group activities or anything like that. And traditionally, something that is cooked at home is going to be more healthy for you than something that you can purchase in a store or through a chain restaurant or something like that. That is definitely a downfall. And also with that, and Chantal touched on it earlier too, the fact that everything now has to be individually packaged for safety reasons, I guess, and it has increased the amount of waste beyond, because every little thing that it's just everything has to come in a separate package. I've noticed it a lot with the schools. Everything is really portioned and set aside, and it's really increasing the waste. Another part kind of that ties into that would be the virtual purchasing. And although it's wonderful that you can order food online and you can go to your grocery store and pick it up if you're not comfortable going in, which is a wonderful system. However, there's still grocery stores that still only use plastic bags. And even if you choose not to, you have no choice if you do an online pickup. So that's another place where it's a huge impact on the environment because there's just more plastic being added to it. There's also cooking burnout is a thing that happened probably about mid-pandemic. And I'm a nutritionist. I love to cook. I cook 3 times a day normally pre-pandemic, no problem. And then during the pandemic, cooking 3 times a day felt like a lot for some reason. And a lot of people in my practice had said the same thing. They're like, I just feel like I always cook. And I'm like, you know, I do always cook for my job, but I felt the same way. Like it was just, there was a lot of cooking burnout, which made people rely more on easily accessed foods, easy to cook foods, which aren't necessarily nutrient dense for you. And then there was, there still is, unfortunately, panic bulk buying, doomsday prepping, whatever you want to call it. And for the most part, the foods that are able to be shelf stable for a very long time aren't necessarily the best foods for you. So a lot of people would be purchasing tons of the shelf stable things that are something that's good for 10 years. And unfortunately, it's not a situation where it's people are canning the vegetables themselves and keeping them. It's more buying the things that aren't great in supporting your body or your health. And then probably the biggest negative impact in my practice
when it comes to the pandemic is health fears. Health fears really increased. And that increase, like for me, my profession turned into a lot more disordered eating. A lot more control was being had by clients or feeling the need to control their food in various ways, very extremes, overeating or undereating. And that was a huge negative that's been brought forward in my line of work. Thank you very much, Amanda. I may say also, beside all what we heard from the hospital, there was a lot of more plastic, more PPE, which are personal protective equipment, discarded, a lot of trash. Hospital went back from washable gown to disposable. It's more costly to dispose of this PPE. Companies are charging now by volume of trash instead of weight. So imagine that it's more expensive. There is less time to mitigate and adapt to climate change. The focus being on fighting the pandemic. So that's just a few of the impacts on the health system and hospital. So let's go to a more positive thing. What are the positive aspects of the that come out of the pandemic? So let's go, Amanda. So for me, there's actually quite a few positives also came out. Even though there is cooking burnout, there was a lot more, still is, more cooking at home, which is wonderful. As I said previously, exposure equals preference. So in terms for children, this is amazing, especially if parents are involving them in the cooking process and the preparation process. That's each time it's an exposure, they get to see a food and hopefully, fingers crossed, are more likely to try it and eat it. And home prepared meals are more healthy than they would be if you were eating something out or ordering something in. And it's a positive habit. So even if you do get burned out, it's a habit that you can come back to, or a skill that you have learned that you can use over and over again to support yourself. And there's also where at the very beginning of the pandemic, we lost a lot of, we gained a lot of connections with more local vendors and farmers because food was literally not available in grocery stores anymore. And I think that made a lot more people realize where their food was coming from, how far it was coming, and why it would be important to purchase local, which is great. Obviously, gardening increased as well. That kind of goes hand in hand with cooking at home. It's more exposure for kids. They love growing it. Also, you can't grow pop and chips. So pretty much everything you grow is healthy, which is great. And it has a huge reduction in environmental impact, obviously. And another great positive is meal planning kind of became necessary. When people were trying to limit the amount of exposures they had in stores and places that they went, a lot of people kind of either returned to or started meal planning so that they, were only going one place in limited times, like once a week. And it really, in my practice, was quite interesting to see people like fall back on a meal plan and kind of have the ability to use it instead of like flying by the seat of their pants and just grabbing whatever, whenever, when they could, it's really good. It's another good skill that came out of it for clients. Thank you, Amanda. Maintenant, Chantal, quels sont les aspects positifs qui sont sortis de la pandémie par rapport aux parents, aux enfants? Il y a des éléments qu'Amanda a soulevés que j'avais notés, mais certainement un retour à la nature. Il y a eu quelque chose de l'ordre de... Les familles allaient beaucoup plus dehors. C'est comme ça, on a redécouvert la forêt. Il y a vraiment eu de cette...
de ce plaisir de faire du vélo, de faire de la marche. Donc, on a vu même les ventes de vélos ont explosé, ces marchands-là. Donc, c'était quand même intéressant d'observer à quel point on cherchait les activités en extérieur parce qu'on était tellement confinés qu'on avait besoin davantage de se retrouver dehors. Donc, il y a aussi, on s'est peut-être donné plus de temps pour jouer ensemble. Donc, que ce soit autant les jeux de société qu'éventuellement en extérieur, se trouver des activités. Je pense qu'il y a des familles qui sont devenues très, très créatives là, par la force des choses. Puis, ben, je dirais qu'à plus grande échelle, quand même, on a quand même eu moins d'avions dans le ciel. Donc, tu sais, moins de gens qui voyageaient. Donc, ça a amené aussi un impact important sur l'amélioration des gaz à effet de serre. Donc, c'était quand même intéressant. Je pense qu'on n'aurait jamais pu réaliser à quel point cela avait un grand impact sur l'air que l'on respire avant de constater à quel point avoir une diminution des gaz à effet de serre. Là, je pense que ça, c'est venu aussi, ça a servi d'éducation, je pense, en termes environnementaux pour plusieurs familles, parce qu'on dirait qu'on vit dans ce qu'on vit, puis on ne s'arrête pas toujours à réfléchir à l'impact des gestes que l'on pose. Donc, c'est certain que dans ce sens-là, puis là-dessus, ben, les achats locaux, entre autres, c'est aussi, ça a un impact important de moins transporter. Puis Amanda l'aura bien expliqué à quel point plus c'est près de nous, bien, plus c'est santé. Donc ça nous permet d'être plus en santé. On n'aura jamais vu autant de familles faire leur propre pain. Moi, j'ai été impressionnée de voir la quantité de pain qu'il y avait de l'air à se faire partout dans les foyers, mais c'est comme si on a fait un retour aux sources. Hein? Il y a eu comme quelque chose de cet ordre-là quand même qui a été vraiment intéressant. Puis on a quand même vu aussi, je trouve, il y a eu des systèmes d'entraide qui se sont installés aussi entre les familles. Hein? Si on est malade chez nous, ben n'hésite pas à m'appeler, j'irai faire ton épicerie, je la déposerai à ta porte. Il y a eu comme cette volonté-là aussi d'être en soutien encore davantage dans un monde où parfois on devient peut-être un petit peu plus individualiste. Puis là, tout à coup, on avait besoin de retrouver cet esprit communautaire pour être en soutien l'un envers l'autre. Donc, je pense que c'est des éléments très positifs de cette fameuse pandémie qu'on n'aime tant pas. Ah, merci beaucoup. J'ajouterais aussi que ça nous a appris à nous débrouiller avec toutes les Zoom, Teams, etc. de ce monde. Ça nous a aidé à garder contact avec nos familles parce qu'on ne pouvait pas voyager. Je ne sais pas si c'est meilleur pour l'environnement ou si c'est pire parce que ça brûle beaucoup d'énergie aussi, mais quand même, ça nous a aidé à se débrouiller avec l'informatique et les réseaux sociaux. Maintenant, on va passer au temps des questions. Il nous reste quelques minutes pour les questions. Là. Je ne sais pas, peut-être 3 minutes pour les questions. On va, si vous avez des questions, vous pouvez lever vos mains. Je vais essayer d'ouvrir le petit panneau pour voir qui a la main levée. Oui, Céline, je crois que tu es la première à avoir la main levée. Vas-y avec ta question. Oui, merci. Merci, René. Merci, Chantal puis Amanda. C'était très, très, très intéressant comme discussion. Moi, je suis maman d'un adolescent. Ça fait que, Chantal, une des choses que j'ai beaucoup appréciées, c'était justement ces questionnaires-là que l'Association des parents nous envoyait régulièrement. On avait l'impression d'avoir un endroit où est-ce qu'on pouvait se vider le cœur un peu puis qu'on avait l'impression d'être écouté. Donc, merci vraiment beaucoup pour ça. Ma question, mon commentaire, je suis maman d'un enfant de 15 ans, mais je suis aussi professeure à l'université, puis j'enseigne des cours en environnement. Puis moi, une des choses que j'ai constatées, puis c'est quelque chose que j'ai constaté, disons, dans les derniers 10 ans, mais qui s'est vraiment accéléré dans les 2 dernières années, c'est cette conscientisation-là qu'ont les jeunes qui arrivent dans nos salles de classe. Ils arrivent puis ils connaissent les problématiques. Quand j'ai commencé à enseigner au début de ma carrière, je parlais de changement climatique, puis les gens ne savaient pas c'était quoi. J'avais besoin de faire toute une longue explication. Je n'ai plus besoin de faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plutôt besoin de
de parler d'espoir, d'essayer de recadrer un peu tous les messages qu'on reçoit pour pouvoir pour pouvoir fonctionner dans l'action. Ça fait que je pense que ce que vous avez soulevé tous les deux, c'est vraiment important. Puis j'ajouterais à ça que je pense qu'on a développé une analyse critique, puis certainement une compréhension des enjeux complexes chez nos jeunes. Puis on le voit arriver à l'université. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose de très positif, puis qui me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, malgré tous les, tous les défis auxquels on fait face. Je voulais juste vous partager ça. Merci pour ce partage-là. Céline, du côté de l'Association des parents, c'est clair pour nous, dans notre mission, on souhaite porter la voix des parents. Alors, pour porter la voix des parents, ben, on se doit d'être près d'eux puis de les entendre parce que quand je suis dans ce chapeau d'association des parents, ce n'est pas mon opinion personnelle, elle compte pas du tout. C'est vraiment ce que les parents du Nouveau-Brunswick ont à nous dire. Puis, on a été touchés, toute l'équipe ici, de voir à quel point les parents étaient au rendez-vous. Le sondage où on a eu le moins de répondants, on était déjà à plus de 3000 répondants. Donc, on a eu certains sondages où on a eu 5000 répondants. Donc, c'est quand même significatif en termes de réponses aux questions qu'on pouvait leur poser. Puis, c'est certain que quand vous nous dites des choses, ben nous, après ça, on le porte du côté du gouvernement, du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Donc, ça a son lot d'importance. Je trouve ça intéressant de voir à quel point nos jeunes découvrent. Puis je pense que le fait, cet apprentissage en ligne aura peut-être été un autre aspect positif. Tu sais, il y a eu le côté d'être beaucoup devant les écrans, mais il y a eu le côté aussi où on a peut-être appris davantage à être conscient de l'enjeu de recherche. Est-ce que ces données sont vraies, ne le sont pas? Qui dit vrai, qui ne le dit pas? Tu sais, nos jeunes ont accès à beaucoup d'informations par les médias sociaux, mais à un moment donné, d'avoir cet esprit critique puis une éthique dans nos recherches et sur les systèmes et de la façon dont on se présente dans les médias aura contribué à ça. Je ne sais pas si nous je pense que c'est pas mal tout le temps qu'on a, n'est-ce pas, Tim ou Sadia? Oui, malheureusement, on est arrivé à la fin de notre temps accordé pour ça. Merci pour cette invitation. C'était vraiment chouette d'avoir cette conversation avec vous. Merci. Merci beaucoup, Chantal et Amanda, d'avoir participé à notre panel. Merci beaucoup. Oui, merci à vous trois.